Ziet u, comme zij de voi galek, evide an dogrennement, pois u se oa bez a komprenet gant ar galegurien. Peogwir ni ar zourien am eus c'hoant komz da tout ar bretonet. Le donat, o c'helc'h, em zavel. Hag ive la kap tout an sembleus ar o c'halon nou, evit breiz hag evit ar brezhoneg. Ce grand rendez-vous est né d'une urgence pour attirer l'attention des Bretons de l'importance de promouvoir véritablement notre langue bretonne et de créer les conditions de son épanouissement. Bien sûr, dans les écoles, les formations pour adultes, les crèches, etc., les cours du soir, bien sûr. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Et la Bretagne a vraiment besoin de nous tous. Tous, bretonnants ou non. Et nous tous, nous toutes, de l'ensemble de la société bretonne pour accompagner avec bienveillance et favoriser l'émergence d'une société bretonne, bilingue, épanouie. Il nous faut nous mettre d'accord entre nous. On est trop divisés. On a été divisés pendant des années. En fait, on n'a pas été divisés. On a tous travaillé, chacun dans son coin. On est devenus des experts. Alors certains dans la musique, en langue bretonne, d'autres dans les lois ou dans les arrêtés, d'autres dans les écoles. On a tous travaillé énormément dans l'édition, dans tellement de choses. Et il était temps de rassembler toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour la langue bretonne et tous ceux qui sont attachés à la langue bretonne, même s'ils ne la parlent pas. Parce que la langue bretonne est la pierre angulaire de notre culture. Si la langue disparaît, le reste ne tiendra pas la route. On le sait, ça va devenir du folklore. Alors le breton, il faut s'en occuper. Et c'est à nous toutes et tous d'agir pour que la langue bretonne se transmette et puisse se vivre au quotidien. On ne peut pas être attaché, se dire attaché à la culture et à la langue bretonne et ne pas mettre en place des mesures concrètes pour la langue bretonne dans sa commune. Au premier rang desquelles doit être le développement de l'offre d'enseignement du breton dans toutes les écoles. Il n'est plus acceptable de voir des maires, des équipes municipales refuser l'ouverture des filières bilingues dans leur commune. Comme il n'est pas acceptable de voir que la loi Molac de 2021 n'est toujours pas pleinement respectée et appliquée. 2021. Les Corses, les Basques le font. Ils profitent de cette loi. Il n'y a que la Bretagne qui a la traîne. Alors prenons nos responsabilités, mettons-nous d'accord, tous, pour défendre la langue bretonne, la faire rayonner au maximum. L'ensemble des artistes réunis aujourd'hui et tous ceux qui auraient voulu être des nôtres ont souhaité interpeller solennellement toutes les Bretonnes et tous les Bretons, ainsi que tous les décideurs élus, pour leur demander un engagement sans faille en faveur du maintien d'une langue bretonne vivante en Bretagne. Nous souhaitons faire passer un message. Et celui-là, il est positif. Beaucoup de personnes et d'associations travaillent dans la langue bretonne au quotidien depuis des années et pointent parfois de nombreuses difficultés. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui bloque ? Où sont les blocages ? Il faut les traquer, ces blocages, faire sauter des verrous, switcher dans l'esprit des Bretons. Aujourd'hui, refuser, mettre de côté, mettre à plus tard un outil pour favoriser la langue bretonne, aujourd'hui n'est plus politiquement correct. Il devrait être passible, pas de prison quand même, mais bon. Nous, vous savez, nous sommes des artistes, on fait des tournées. La langue bretonne, je l'utilise tout le temps, avec mes enfants, d'une part, mais aussi dans ma vie professionnelle. La langue bretonne a changé de visage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une génération de jeunes qui parlent breton et qui ont un rapport avec la langue bretonne qui est ultra positive. Elle est porteuse d'avenir, elle est porteuse aussi d'un désir professionnel, elle est porteuse d'un vrai espoir et elle est porteuse de cette culture qui vit, qui bat. Et cette génération qui
qui a eu un rapport à la langue bretonne très compliqué. Eh bien, c'était dans les années 20, 25, 30, 40, 50, il paraît même jusqu'aux années 70. Ça a été psychologiquement très dur. Et ce rapport-là qu'ils avaient avec la langue bretonne est très, très dur pour eux aussi. Et c'est pour ça que je sentais cette agression quand j'étais petite. Quand je parlais le breton avec des anciens, ils me renvoyaient une image très agressive parce qu'eux-mêmes avaient été agressés en tant qu'enfants. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et c'est pour ça qu'on fait Braise Alive. Parce que la langue bretonne a changé de camp. Elle est chez les jeunes. Elle est sereine. Elle est belle. Elle est épanouie. Et elle est portée par une génération incroyable. Et c'est celle de mes enfants. Aujourd'hui, ces britophones sont de plus en plus jeunes et il y a une relève. Elle est là, elle veut vivre sa langue. C'est là un message très positif à donner à la société bretonne. Aussi, notre message, il est clair, à destination des élus, mais aussi de toutes les personnes qui sont là, aujourd'hui, rassemblées. Même si vous n'êtes pas engagé dans une équipe municipale, vous êtes peut-être dans une association, vous êtes dans une famille, vous êtes partout. Vous avez une vie, eh bien, faisons tous quelque chose pour la langue bretonne. On a assez des paroles. Les paroles, tout le monde est d'accord pour que la langue bretonne se maintienne. OK, ça fait 20 ans, 30 ans que tout le monde est d'accord. Maintenant, on passe aux actes. Merci. Je voudrais tout particulièrement remercier Talouine et Philippe Jacquet, ainsi que Pauline Daniel et toutes les personnes intervenantes d'avoir préparé cette table ronde pour nous, parce qu'on est loin d'être experts dans la matière. Et j'ai totalement confiance. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette table ronde. Merci Braz, Gwenine. En effet, le but de cette table ronde est tout d'abord de débattre des principaux défis et solutions pour assurer la vitalité et la transmission de la langue bretonne. Donc, nos échanges porteront sur 3 thèmes principaux. Le premier concerne l'apprentissage et la transmission de la langue. Donc, nous aborderons le cadre juridique, évidemment l'enseignement du breton, ainsi que le rôle clé des maires dans la politique linguistique et les rôles des élus locaux. Bien évidemment, nous discuterons également de la formation des adultes et leur rôle et leur implication dans la transmission de la langue bretonne. Le deuxième point porte sur les usages de la langue. Une langue ne vit que si on la parle dans les services publics, dans les crèches, dans les centres de loisirs, dans les familles, dans les activités économiques et, comme aujourd'hui, dans les activités culturelles. Donc, nous demanderons aux intervenants justement d'échanger sur leur usage de la langue bretonne, mais aussi le rôle important des acteurs associatifs, économiques, politiques, à accompagner la nouvelle génération de britophones et surtout à normaliser la langue dans tous les domaines de la vie publique. Et enfin, le troisième thème, on échangera sur la politique linguistique et plus particulièrement sur la synergie à construire entre politique publique et la dimension associative. L'objectif est donc de définir des mesures pour renforcer la légitimité et la vitalité de la langue bretonne. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yann Guimotte au nom de Merven, qui a été aussi directeur de Kellen et Instit, Madeleine Anne, donc chanteuse, artiste, Anne-Sophie Bratz, présidente de Diwan, Philippe Jacquez, directeur de l'Office public de la langue bretonne, Tiffaine Sirette, conseillère municipale à Hennebon, chargée de la langue bretonne, Renan Kerbiquet, coordinateur de Kellenomp, l'association qui regroupe les instits et les profs du breton et en breton, mais également qui fait une thèse à Rennes 2, donc sur la pratique du breton au plus jeune âge, breton et du gallois, une comparaison même du plus jeune âge. Et donc voilà, partons pour la table ronde. Donc pour ouvrir cette table ronde, nous allons donner la parole à une artiste, à Madeleine Anne. Madeleine, vous êtes chanteuse, vous écrivez vos textes en breton et c'est une langue que vous avez apprise à l'âge adulte lors d'une formation longue. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières déjà dans cet apprentissage? Et puis selon vous, quel serait le principal obstacle à la transmission du breton? Alors, donc, je vais parler de mon cas personnel. Ça a été assez facile pour moi de suivre cette formation.
parce que j'avais aussi un conjoint bretonnant qui m'a donné cette impulsion, cette envie, et un cadre aussi pour apprendre dans les meilleures conditions, puisque à la maison il y avait du breton. Donc c'est une formation qui s'est super bien passée. À la base, vu que comme j'étais enseignante, c'était dans un but professionnel pour enseigner la langue bretonne. Il se trouve que dans le même temps, je chantais, j'écrivais des chansons, et finalement, je me suis servi du breton professionnellement parlant, mais plutôt d'un point de vue artistique. Donc c'est ce qui était tout aussi bien. Il y avait vraiment cette volonté derrière de m'en servir dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnellement ou familialement. Donc, surtout qu'à la suite de cette formation, j'ai eu ma petite fille, Tinaïk, à qui on a parlé breton, qu'on a élevé en breton. Ses premières phrases, c'était du breton. Et par contre, le hic, c'est qu'on n'était pas dans un environnement bretonnant friendly, puisqu'il y a des territoires comme ça en Bretagne. Et, moi, j'habite en presqu'île de Crozon, où l'offre ou l'environnement n'est pas forcément, il n'y a pas beaucoup de bretonnants, par exemple. Il n'y a pas de vivier ou de choses comme ça, contrairement aux villes, par exemple, où maintenant il y a plus de choses à faire. Et donc, moi, ce dont je voulais témoigner aujourd'hui, je considère pas que c'est un échec, mais moi, j'ai mis ma fille dans une école d'Iwan et ça s'est très mal passé. Et en fait, on n'avait pas d'alternative, en fait, puisqu'il n'y avait pas d'autres écoles, il n'y avait pas d'autres offres, il n'y avait pas de filière bilingue, il n'y avait rien, quoi. Et ce que je trouve dommage, c'est que ça peut arriver à plein de parents d'avoir un enfant pour qui ça ne se passe pas bien dans une école. Mais juste là, pour une école où on veut qu'il y ait une immersion en breton, vous n'avez pas vraiment de choix, en fait. Et c'est ça qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, ma fille, elle a changé d'école, elle n'est plus dans une école en breton. Alors on continue tant bien que mal de transmettre le breton. Mais voilà, s'il y avait eu une alternative et plus d'offres pour l'enseignement en breton, je pense qu'on n'en tirerait que des avantages. Et aujourd'hui, ce que je regrette, c'est qu'il y ait sur plus de 600 000, enfin presque 600 000 élèves de la maternelle au lycée, il n'y ait, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y a que 11 000 élèves scolarisés, où on est à 3% de taux de scolarisation. Et donc, c'est pas suffisant. En fait, il faut qu'il y ait plus d'offres. Et nous, on a essayé, dans notre commune, de lancer grâce à la loi Molac, pour ouvrir une classe bilingue. Et on s'est pris, de l'incompréhension, des moqueries, des barrages, enfin vraiment, et personne avec nous, quoi. Donc voilà. Mais malgré tout, grâce à ma musique, à mes chansons, j'essaie quand même de diffuser cette langue à ma façon. Et donc, c'est un combat de tous les jours, que ce soit dans la vie privée ou au travail. Mais c'est un combat qu'il faut continuer. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, pour un peu rebondir sur ça, Renan Kerbiquet, aujourd'hui, donc, il y a 20 000 élèves, donc tout confondu, le public, le catholique et Diwan. Peut-on vraiment se satisfaire de ce résultat 50 ans après l'ouverture de la première école Diwan ? Tu peux mettre une image. Parfois, une image est un petit peu plus parlante qu'un long discours. Alors, on va regarder un petit peu une image qui parle d'elle-même, de la situation, où on en est de l'enseignement bilingue en Bretagne, et si on se compare un petit peu avec les autres régions, en sachant que quelques éléments historiques. La première école d'Iwan en Bretagne, 1977. La première filière bilingue dans le public, 1982. La première filière bilingue catholique, 1990. Et là, on voit effectivement où on en est. Donc, on commence le graphique en 99. Alors, on avance, mais à la vitesse d'un escargot. Et à cette vitesse-là, on ne va pas aller très loin. Et si on se compare
Par exemple, vous voyez, en fait, on compare, alors c'est en breton, Euskarek, c'est le pays, c'est la langue basque. Corsec, bon, ça se devine, la langue corse. Elsasek, c'est l'alsacien, donc dialecte de l'allemand. Et Brésonnec, notre langue. Et là, on voit quoi? Eh ben, par exemple, les Corses, en 2000, aucune filière bilingue. 0. Ils ont commencé, alors ils savent se faire entendre, eux, les Corses. C'est ça le problème aussi, hein, mais on y reviendra. Est-ce que les Bretons savent se faire, et les Bretonnes savent se faire entendre? On pourrait considérer, mais ça sera le débat, que pas forcément. Voilà. Donc il n'y a aucune filière. Ils ont commencé par... ils ont réussi d'avoir quelque chose, on en parlera plus tard dans le Code de l'éducation, qui est l'enseignement de la langue corse sur le temps normal scolaire. On ne parle pas de filière bilingue. C'était 2 heures par jour pour tous les enfants. Aujourd'hui, si vous lisez un peu la presse, ils ont un recteur super, il s'appelle Paoli, il éduque un petit peu du cru. Aujourd'hui, eh ben, ils vont généraliser l'enseignement bilingue dans toutes les écoles. Et si on compare à la Bretagne, eh ben oui, on a commencé il y a 50 ans, mais on n'avance pas en fait. On n'avance pas, on parlera des chiffres, on a 20 000 élèves, c'est l'objectif de la Convention, on en parlera tout à l'heure, c'est 30 000 élèves, mais c'était le même chiffre dans la même Convention il y a plus de 10 ans. On n'avance pas. Et justement, les 30 000 élèves, Philippe Jacquez, l'objectif de la région Bretagne est d'atteindre 30 000 élèves d'ici 2027. Donc, mais comme on le voit, néanmoins, l'offre reste stagnante à 4%. On est à peu près à 9% dans le Finistère. Mais donc, pourquoi on n'ouvre pas plus de filières bilingues? Quels sont les principaux blocages? Est-ce que c'est un manque de professeurs? Est-ce que c'est des décisions académiques? Est-ce que c'est une réticence des élus? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, pour peut-être apporter un bémol, on avance quand même en Bretagne, sauf qu'on est plus nombreux que les autres. Donc pour gagner des pourcentages, il faut gagner beaucoup plus d'élèves. C'est plus facile de gagner des pourcentages en Corse avec une population d'à peu près 300 000 personnes. Ça correspond grosso modo à la ville de Nantes. Pareil pour le Pays Basque, on parle d'à peu près un demi-département. Donc la Bretagne, là, on a des chiffres sur les 5 départements. On est presque 5 millions d'habitants aujourd'hui. Donc effectivement, pour avoir des pourcentages qui augmentent, il faut créer beaucoup plus d'écoles. Donc voilà, on avance. Maintenant, c'est vrai... quand on regarde ce qui s'est passé donc, depuis une 50aine d'années avec la création donc, de la première école d'Iwan en 1977 et puis ensuite ce qui a suivi avec le développement de l'enseignement dans les écoles publiques et puis aussi dans les écoles catholiques, tout ça met beaucoup de temps à se mettre en place entre la première maternelle et puis ces enfants qui grandissent, le primaire, le collège, le lycée, des écoles un petit peu partout. Et à un moment, il faut arriver à structurer les choses. Et donc aujourd'hui, on est vraiment arrivé à avoir quelque chose qui fonctionne. Gwenin, tout à l'heure, nous a parlé de toute cette génération de jeunes qui arrivent aujourd'hui. Et effectivement, il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui parlent breton. Ce n'était pas vrai il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc on voit les fruits de tous les efforts, des choses qui ont été mises en place donc, depuis ces dernières dizaines d'années. Mais maintenant, on est arrivé effectivement à une étape où il faudrait vraiment qu'on change de braquet pour aller beaucoup plus vite. Alors, les freins, ils sont à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a une responsabilité d'abord des élus locaux qui devraient s'impliquer plus fortement dans le développement de l'enseignement bilingue. Aujourd'hui, même si l'État n'est pas moteur, on sent qu'il est prêt à accompagner les projets et les communes qui souhaitent développer l'enseignement bilingue. Donc je pense qu'il y a aussi des débats à avoir au sein de chaque commune, de chaque municipalité. On a encore beaucoup de municipalités en Bretagne où il n'y a pas d'offre d'enseignement bilingue. C'est un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Alors,
pour dire que les choses avancent, il y a maintenant une offre plus importante sur Crozon, puisqu'il y a également en plus de l'école d'Iwan, il y a une offre dans le public. Et là, à la rentrée, ça va ouvrir ça a ouvert à Telgruc. Donc on voit que sur un territoire où il y avait peu d'offres, on a de plus en plus d'offres qui est là. Alors, un des principaux obstacles, la presse en fait souvent écho, c'est effectivement les professeurs, puisque pour enseigner la langue, on a besoin de professeurs bilingues, formés, en capacité d'enseigner la langue. Or, du fait qu'il y a eu un arrêt de la transmission familiale de la langue en Bretagne, on a aujourd'hui 2-3 générations qui n'ont pas été élevées en breton, et donc des personnes qui ne parlent pas la langue. Donc, le problème des professeurs aujourd'hui, c'est qu'en général, ils sont monolingues. Donc si on veut qu'ils enseignent le breton, il faut d'abord leur enseigner la langue. Et ça prend du temps, et ça veut dire qu'on doit mettre en place des plans de formation beaucoup plus importants que ce qui a été fait par le passé, pour permettre non plus simplement de former quelques dizaines ou quelques centaines de professeurs par an, mais plusieurs milliers, effectivement. Et ça, je pense que c'est un des grands enjeux de l'avenir de l'enseignement du breton. Donc, si je comprends bien, il y a d'un côté un besoin de formation plus important pour les enseignants, mais de l'autre aussi, c'est l'intermédiaire, c'est les maires, c'est les services de l'éducation nationale qui bloquent ou qui disent non, moi je ne veux pas une filière bilingue dans ma commune pour X, Y, Z raison. C'est la peur, la crainte, elle vient d'où d'avoir une filière bilingue dans sa commune ? Effectivement, c'est une articulation à trouver avec l'ensemble des acteurs, chacun dans son domaine de compétences, l'État pour l'enseignement, les communes qui ont en charge les écoles, la population aussi, qui doit faire savoir un petit peu la volonté, les parents, souvent ils n'osent pas demander. Quand il y a une école bilingue dans la commune, ils inscrivent leurs enfants, puis quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, quoi. Et donc il faut aussi, à un moment donné, pouvoir aller parler avec ses élus, avec ses représentants, et puis demander à ce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enseignement bilingue pour mes enfants dans la commune ? Est-ce qu'on ne pourrait pas étudier la mise en place d'un projet ? Donc je pense que chacun a sa carte à jouer, son rôle à jouer, mais en même temps, il faut structurer les choses. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui me paraît un des freins les plus importants, c'est le nombre de professeurs formés. Donc on a de plus en plus de professeurs, mais pas en nombre suffisant pour pouvoir avancer plus rapidement. Et puis il faut aussi pouvoir offrir un petit peu une porte de sortie aux personnes qui sont enseignants aujourd'hui, qui ne parlent pas le breton, qui sont monolingues. Et parfois, quand ils voient arriver un projet d'école bilingue, de filière bilingue dans leur école, ils ont un petit peu peur parce qu'ils se disent oui, mais si le bilingue se développe, moi je vais peut-être perdre mon poste ou je vais devoir aller ailleurs parce que je ne suis pas capable d'enseigner en bilingue. Donc il faut pouvoir travailler avec les enseignants monolingues aujourd'hui en poste pour les inciter à aller se former et leur offrir des opportunités de formation satisfaisantes. Alors, Gwenyne l'a rappelé dans son introduction, nous avons beaucoup entendu parler de la loi Molac qui a été promulguée en 2021. L'un de ces articles concerne directement Diwan, puisqu'il oblige les communes de résidence qui ne disposent pas d'école bilingue publique à contribuer aux frais de scolarité des enfants scolarisés à Diwan. Donc concrètement, lorsqu'un élève n'a pas d'école publique bilingue dans sa commune et qu'il choisit d'aller à Diwan à côté, sa commune de résidence doit verser une contribution à Diwan pour aider à couvrir ses frais de scolarité. Anne-Sophie Bratz, où en est-on aujourd'hui donc de l'application de cette disposition de la loi qui n'est pas toujours respectée par certaines communes ? Alors, présence d'une école publique ou privée, voilà, ou école d'Iwan. Encore une fois, malgré nous sommes mis en concurrence. Voilà. Alors, où en sommes-nous ? Nous avons toujours un manque à gagner de 250 000 euros, à peu près, dans la fédération d'Iwan. Donc, ce qui n'est pas rien, effectivement. Alors, nous sommes confrontés à des refus de toutes sortes, donc soit des absences de versement ou ce que nous appelons des montants insincères. Malgré, effectivement, la loi, c'est toujours complexe. Alors, nous sommes accompagnés aussi par les services de la préfecture, bien entendu, aussi. Mais on va dire que la loi Molac, actuellement, n'est pas suffisamment claire et que certaines municipalités, trouvent des prétextes pour ne pas verser
Le forfait scolaire, alors ce que nous avons fait depuis quelques mois tout de même, c'est de faire appel à des avocats, voilà, pour rédiger des courriers, pour éventuellement aller au tribunal administratif. Je crois qu'il va falloir en passer par là aussi. Et je crois que c'est le cas aussi d'autres, du réseau de la filière publique aussi. Voilà, il va falloir faire appliquer nos droits. Il y a une mission aussi d'évaluation actuellement au niveau de la loi Molac, donc effectuée par 2 sénateurs, donc Max Brisson et Karine Daniel. Donc nous sommes aussi impatients de voir les résultats et de pouvoir comment nous allons comment avancer sur ce point. Voilà. Donc effectivement, malgré la loi, certains édiles ont du mal à la mettre en œuvre. Donc il y a des recours juridiques possibles. Oui, mais un recours juridique peut aboutir en notre faveur ou pas. Voilà. Et s'il aboutit, s'il n'est pas favorable à Diwan, ça nous permettra aussi de faire évoluer la loi, tout simplement. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, on a beaucoup parlé du manque de professeurs. Alors c'est vrai que si vous suivez la presse, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le métier de professeur, que ce soit bilingue ou monolingue, attire énormément. Il y a ça, d'une part. Et je dirais que quand on veut être enseignant bilingue, alors là je vais prendre plutôt le cas du public, c'est un peu la double peine. C'est un peu la double peine parce qu'aujourd'hui, si vous voulez par exemple vous former, effectivement, il y a 5 INSPE en Bretagne. Normalement, un INSPE, c'est l'Institut national de formation des maîtres. Il y en a un dans quasiment chaque grande ville, Quimper, Brest, Vannes, Saint-Brieuc, Rennes. Mais si vous voulez, en tant qu'étudiant, après avoir fait, il y a un changement qui va y avoir après la licence, il vous faut aller à Saint-Brieuc. Voilà. Et comme on sait que le bassin universitaire, c'est Brest, pour la Bretagne administrative, je parlais, Brest, Rennes et le Sud, c'est-à-dire que passer 2 ans et en plus passer le concours à la fin de la seconde année et passer 2 ans à Saint-Brieuc, ça, on va dire, attire pas vraiment. Voilà. D'autre part, il n'y a pas de concours spécial, c'est un concours en plus où vous devez passer le concours qui est très sélectif en Bretagne, c'est une des régions académiques où il y a le plus, où les résultats sont les meilleurs en France. Et vous devez non seulement être aussi bon qu'en français, mais aussi être bon en français, bon en langue bretonne. Et pourtant, on avait essayé mis en place. Il y a une licence nouvelle qui avait été mise en place dans la convention qui a été signée entre les régions, qui fonctionne bien, qui attirait des gens, justement, on les formait à la langue bretonne. Et bien, l'État aujourd'hui, votre licence était intéressante. C'était une licence qui était bilingue et qui permettait de former à la fois des jeunes qui, juste après le bac, se disent tiens, pourquoi pas apprendre le breton en même temps. Et pourquoi pas, je veux faire une licence pour devenir à terme professeur des écoles, et puis je verrai quand on commence à l'université. Aujourd'hui, l'État dit non, on va créer des nouvelles licences, parce que c'était quelque chose d'expérimental, mais on ne va pas créer de licences bilingues. Voilà, ça sera des licences monolingues. Voilà. Donc effectivement, on voit bien que l'État ne fait pas d'effort, en fait, pour quelque part contenir quelque part la pénurie d'enseignants bilingues qui est réelle, et quelque part fait tout pour ne pas mettre les dispositifs et on sait quels sont tels, puisqu'on a fait une expérimentation grâce à la convention État-région Bretagne à Brest où cette licence fonctionne très bien. On a voulu l'arrêter, on va voir si on peut la sauver, mais c'est pas gagné. Voilà. L'État veut gérer cette pénurie pour dire derrière vous comprenez, on peut pas ouvrir de filière bilingue parce qu'on n'a pas d'instituteur. C'est aussi clair que ça. C'est une façon, quelque part, de s'aborder le truc, tout en disant « mais je suis pour la langue bretonne ». Regardez, on dispose d'un budget, on dépense 50 millions par an. Oui, mais en fait, un professeur bilingue, c'est un professeur devant les mêmes enfants. Les enfants bilingues, c'est pas des petits hommes verts, ils n'ont pas 5 pattes, c'est des enfants comme les autres. Donc les enfants qui sont dans des professeurs bilingues, c'est la même chose. Et 50 millions, le budget de l'Académie de Rennes, c'est 1 milliard. Donc vous faites la petite soustraction, vous voyez que ce n'est pas vraiment un énorme effort. Et pour l'Académie de Nantes, Ronan ? Alors l'Académie de Nantes, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'il n'y a pas de convention. C'est le seul endroit de France
où il n'y a pas, parce qu'il faut savoir, on ne va pas rentrer dans la technique, mais depuis la loi de décentralisation de 2013, où il y avait un certain Paul Molin qui était intervenu aussi, les compétences sur la langue régionale sont des compétences un peu partagées avec les régions. Je dis un peu, hein, c'est pas beaucoup. Et le département de Nantes n'a aucune convention avec l'État pour promouvoir la filière, l'enseignement bilingue. Donc, ils sont un peu à l'arrache. Et là aussi, il y a quelques textes, mais qui sont petits, hein, ce n'est pas des obligations, ils ne le respectent pas. Et tout un tas d'associations ont fini à 2 ans, par 2 ans et demi maintenant, saisir le tribunal administratif, des syndicats du public, le SNUP, l'association des parents de la filière bilingue publique, la FCPE, qui est les noms au titre de la structure de l'association. On a fini par saisir le tribunal administratif. Ce qu'on est en train de faire aussi actuellement, parce qu'on a déposé un dossier, puisqu'on en reparlera peut-être, la loi Molac n'est pas appliquée, la convention État-région, on va dire, en simplifiant les choses, l'État s'assoit dessus. Donc là aussi, avec nos petits moyens, mais on aimerait bien être soutenu par les politiques pour dire non, c'est pas normal. Les députés qui ont voté la loi Molac, pourquoi la loi Molac n'est pas appliquée? La convention État-région signée avec la région Bretagne, pourquoi elle n'est pas appliquée? Donc avec nos petits moyens, avec du IS-Brest, donc la filière des parents de l'enseignement public et qui est les NOMP, on a déposé un dossier au tribunal d'instance. Là aussi, on s'est fait financer heureusement par une association qui est à Carhaix, qui s'appelle Squoiselvrez, le Secours Breton, qui heureusement nous finance. Donc voilà, on fait un petit moyen aujourd'hui pour attaquer l'État, parce que l'État ne respecte pas ses engagements. Ce n'est pas le seul sujet, hein, effectivement, où l'État ne respecte pas ses engagements, on prend d'autres, mais ici on parle de la langue bretonne. Justement, donc on a parlé de l'enseignement bilingue. Il y a un autre article phare quand même dans la loi Molac, c'est l'article 7, donc, qui prévoit que la langue régionale peut être enseignée à tous les élèves dans le cadre de l'horaire normal. Donc autrement dit, un élève, on parle des élèves en monolingue, hein, un élève donc pourrait avoir des cours de breton au même titre que des maths ou de l'anglais ou de l'histoire ou je ne sais quoi. Et la convention donc État-région 2022-2027, signée entre l'État et la région Bretagne, donc s'appuie sur cet article-là et fixe des objectifs assez ambitieux. Donc, par exemple, tous les élèves du Finistère en monolingue devraient avoir des cours de breton. 50% des élèves en monolingue du Morbihan devraient avoir des cours de breton. Et 25% des élèves des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine devraient avoir des cours de breton au même titre que les maths ou l'anglais ou l'histoire. Donc cette convention se termine dans 2 ans. Où en est cette mise en œuvre en fait, de ces engagements et de la généralisation des cours de breton à tous les élèves? Peut-être Philippe Jacquez, vous pouvez répondre sur ce point? Oui, tu as bien présenté les choses et tu as tout dit. Donc la loi parle de possibilités de généralisation à l'ensemble des élèves, généralisation de l'offre, dans le cadre d'un conventionnement entre l'État et les régions. Une convention a été signée en Bretagne pour mettre en application la loi. Elle a été signée par le président de la région Bretagne, les présidents des universités, le Premier ministre, c'était Castex à l'époque, en 2022. Les objectifs, tu les as dit, des pourcentages sont fixés pour chaque département. Nous sommes en 2025. Pour le moment, il n'y a pas le moindre début d'application de la loi et de cette convention. Donc, moi je représente l'OPLB, l'Office public de la langue bretonne. Nous sommes en relation donc avec les élus bretons, la région, les départements et les services de l'État dans le cadre du rectorat pour essayer de faire en sorte que les objectifs qui ont été fixés et la convention qui a été signée soient appliqués. Donc, aujourd'hui, je suis obligé de dire qu'actuellement, ça n'a pas démarré. Donc voilà, il reste 2 ans. Oui, il faut comprendre que cette loi, on ne va pas rentrer. Cet article, elle institue quelque part un droit, et ça c'est totalement novateur, même si la loi Molac est une toute petite loi, hein,
qui a été porté par des volontaires, et en particulier Paul Molac, contre le gouvernement de l'époque, qui a été quand même voté à l'écrasante majorité, et qui introduit quelque part la même chose qu'ont eu les Corses en 2002, c'est-à-dire qui disait très clair, on ne va pas rentrer dans l'article, la langue est enseignée sur le temps normal des écoles maternelles et élémentaires. Et la loi Molac dit, par voie de convention, la même chose, la langue régionale est enseignée sur le temps normal des écoles maternelles, écoles élémentaires, et ça rajoute le second degré, le collège et lycée. Et ça, c'est très important par rapport à l'historique qu'il y a eu en Corse et en Polynésie française, parce que ça vient aussi de ça, parce que ça réinstitue quelque part la langue bretonne d'une façon normale et la culture bretonne de normale dans les écoles. Et quelque part, ça remet la langue bretonne, et non pas d'un côté dans une filière bilingue, et puis il y a la filière monolingue, et puis on dit les enfants de la filière bilingue, c'est les Bretons, et puis les autres, ils sont censés être non-bretons. C'est ce qu'on dit dans les écoles bilingues. À la cantine, par exemple, on dit la filière bilingue, souvent par les ATSEM, voilà, les Bretons. Sous-entendu, les autres, ils sont non-bretons. Voilà. Donc, quelque part, de donner la culture, rapporter la langue, et quand quelque part on arrive à normaliser de nouveau cette langue qui n'existe plus vraiment dans l'espace public, ça sera un autre sujet, et bien quelque part, on donne nos vies à des gens justement qui ont peut-être parents. J'ai vu un peu, et moi j'ai eu ça en tant qu'enseignant, des parents qui avaient eu, c'est dans le Finistère, puisque c'est fait, mais ce n'est pas fait par l'État, c'est fait par des associations, uniquement par des associations. Là, ce qui est chiant, c'est demandé par l'État. Et ce parent, il avait eu ses 7 heures, etc. Et après, il a mis ses enfants en filière bilingue. Et certes, c'est sur un temps long, mais c'est comme ça, quelque part, qu'aujourd'hui s'est développé le Corse depuis 2002. En 20 ans, ils ont réussi. Ils sont passés, quelque part, d'un enseignement de 2 heures, c'était 2 heures de langue et de culture corse, et aujourd'hui, plus de 53% des enfants sont en filière bilingue. On voit bien comment on fait. Et ça, c'est vrai aussi dans tous les pays où il y a une langue dite minoritaire. C'est-à-dire on commence par la généralisation de la langue, tous les enfants, et quelque part, les filières bilingues viennent après. Donc on a fait un peu l'inverse, mais de volontaire. C'est une façon aussi de mettre des filières bilingues, notamment dans le public, dans une forme de ghetto. Et puis le ghetto, il finira par s'écraser tout seul, sur lui-même. Voilà. Donc c'est le danger. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on a porté plainte avec l'association du IS-Brest, parce que l'État ne respecte pas ses engagements. Et il ne le respecte pas. Dans la seule région, justement, on a signé une convention après cette loi Molac. Et ce n'est pas par hasard. Parce que, justement, l'État ne veut pas céder dans les autres régions. Et donc, quelque part, on verra, parce que c'est des processus assez longs, hein, il faut savoir, c'est entre 24 et 27 mois le temps de traitement au tribunal administratif, ce que jugera sur le fond. Et quelque part, ça risque de faire jurisprudence pour les autres régions de France. Tiffaine Sirette, vous avez beaucoup travaillé pour la REDADEC, donc la course pour la langue bretonne. Vous êtes également conseillère municipale à Hennebont. Donc, on l'a vu, les communes ont un rôle important à jouer dans la transmission de la langue. Selon vous, quel est le principal défi aujourd'hui, les blocages pour mettre en place une véritable politique de transmission, que ce soit dans les crèches, dans les écoles, mais aussi dans les centres de loisirs? Alors, Yeah. Okay. Alors, je mettrai un pavé dans la mare, je vous dirais, n'attendez rien de vos élus, ça ira plus vite. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'effectivement, ce qui est important, c'est de faire du lien. Donc, c'est le lien entre ce que j'appelle les corps intermédiaires, donc associations, que ce soit parents d'élèves ou autres types d'associations, syndicats aussi, collectifs citoyens, et la strate des élus, parce qu'effectivement, sans ce chaînon-là, en fait, on n'y arrive pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis conseillère municipale, moi, de niveau 1, c'est-à-dire que j'ai une aide de mission, mais pas de délégation. Je suis ni une déléguée, ni une adjointe, ni maire. A priori, ça ne vous parle pas, mais d'un point de vue de la hiérarchie, ça joue beaucoup quand même sur la capacité à faire. Je vous donne un exemple très concret, et Anne-Sophie pourra corroborer. J'ai fait un gros échec cette année, je n'ai pas réussi à convaincre ma majorité d'ouvrir une école d'Iwan. Alors pour plein de raisons dont on pourra parler peut-être plus tard, mais il s'avère, voilà, mais il s'avère que seul contre 25, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que les gens sont contre, ça veut dire que quand on regarde la plupart des communes,
Les élus ne sont pas des experts du domaine. Donc, il y a un vrai travail très important, c'est pour ça que je parle du lien avec les corps intermédiaires, d'explication, d'acculturation aussi à ce que c'est que la langue, la culture bretonne au sens général, puisque souvent je vais entendre « Ah oui, moi j'ai entendu petit, mais » ou « Oui, c'est patrimonial, mais ». À partir du moment où il y a un « mais », c'est fini. Donc l'idée, c'est effectivement de rester mobilisé. Je dis ça aussi parce que sur une commune d'à côté, à Locmiquélic, il n'y a pas d'enseignants bilingues dans la classe bilingue. Et donc ça démotive les parents. Chez nous, à Hennebont, on a 2 filières publiques et 2 filières privées. Il n'empêche qu'on a beaucoup plus de difficultés dans le public que dans le privé. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Mais il s'avère que ça démobilise les parents dès que ça se fragilise. Parce que les parents ne sont pas tous des militants. Il y a aussi un vrai travail de militantisme aussi à recréer. Donc c'est pour ça que je parlais de corps intermédiaire, parce que tout le monde n'a pas la connaissance ni de la langue ni de la lutte. Et les deux sont importants. On disait, il ne faut pas trop faire de politique. Oui, mais le breton, c'est politique, au sens noble du terme, puisque c'est la vie de la cité. Et c'est pour ça que c'est important de faire le lien avec les élus. À l'heure actuelle, ce qui pose question, c'est, nous, on a des ATSEM bilingues dans les classes bilingues. Super. Oui, mais si on n'a pas d'enseignants, ça ne sert plus à grand-chose. Donc, les compétences de chacun, en fait, ça fonctionne en strates et c'est complexe entre ce que peut faire une commune, ce que peut faire un département ou une région ou même l'État. Et là, nous, en tant qu'élus, on est un peu tributaire de ce qui se passe aussi au niveau de l'État. Je vous donne un exemple. Avec Madame la maire, on a demandé pour entrer dans la future carte scolaire pour l'ouverture d'une 3e filière. Mais je ne sais pas quand ça va arriver. Je n'ai aucune idée. Je sais que le courrier est bien réceptionné puisqu'on a eu une réponse pour nous dire oui, peut-être, mais peut-être, je ne sais pas quand c'est. Donc, je pense qu'au-delà de ça, on n'est pas obligé d'être attentiste, on peut aussi être proactif. Donc là, le côté proactif, c'est effectivement comment, on parlait des centres de loisirs, comment on crée. Mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas créer des centres de loisirs comme ça dépend de la taille de la commune, du nombre d'écoles, est-ce qu'il y a une école ou pas sur la commune. Parfois, ça peut être plus complexe quand il n'y en a pas. Et surtout, c'est une question de recrutement. Ça ne coûte rien, c'est vrai, de dire breton apprécié sur une offre d'emploi, et pourtant, dans des communes, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que je vous interpelle là-dessus, n'hésitez pas à interpeller vos élus, mais gentiment, pas toujours méchamment, ça dépend s'il y a des gens dedans ou pas. Mais vous avez plusieurs types d'élus. Il y a ceux qui ne connaissent rien, ceux qui sont contre. Je connais rarement, il y en a, mais très peu d'élus contre. Je connais beaucoup d'élus qui n'y connaissent rien, par contre. Ce qui est là aussi plus compliqué, parce que ça demande un vrai travail de pédagogie, très long, mais qui est nécessaire. Je vous donne un autre exemple. Je remercie Anna qui est là dans la salle d'ailleurs. À Hennebont, on a une journée avec tous les enfants des filières bilingues, privées, publiques, donc d'Hennebont, plus la commune d'à côté. Ça fait plus de 250 enfants, il me semble, Anna. Et donc on travaille tous ensemble sur ces journées-là parce que le fait de sortir de l'école, de se voir en dehors, même sur temps scolaire, ça crée du lien et ça permet aussi aux parents de se dire « Ah, mais on n'est pas tout seul ». Donc toutes ces petites choses-là sont importantes quand même à mettre en place, mais je vous le redis, ces corps intermédiaires-là sont importants parce qu'il ne faut rien lâcher. Et c'est en faisant ensemble qu'on y arrive. Les élus, eux, sont là pour finalement écouter et mettre en place ce que la population a demandé. C'est pour ça qu'ils ont été élus, normalement. Donc effectivement, les solutions, elles seront trouvées ensemble. Oui, tapez-leur un peu dessus quand il faut, mais soutenez aussi ceux qui sont déjà dans la brèche et qui essayent de pousser, parce que c'est vrai que tout seul, ce n'est pas toujours très évident. Un mot, Anne-Sophie Bratz, rapide, parce qu'il faut avancer. Oui, non, mais c'est juste, on parlait de blocage tout à l'heure, et donc voilà, pour faire le lien avec... nous avons un projet d'école sur la commune d'Hennebont, voilà, par exemple. Il faut savoir que la problématique bâtimentaire représente un sacré blocage voilà, pour le développement des écoles existantes et en devenir. Si nous avons voté lors du dernier congrès de Diwan l'obtention d'un statut public adapté. Justement, si nous avions ce statut, les collectivités auraient l'obligation, par exemple, de nous mettre des bâtiments à disposition. On ne peut pas attendre de se baser sur la bonne volonté des uns et des autres. Il faut être malheureusement dans la contrainte, et ça va passer par là pour le développement, en tout cas, des écoles d'Iwan. Alors, pour conclure sur la transmission et l'apprentissage, il y a peut-être sommes-nous nombreux ici à avoir appris le breton adulte. Je me tourne donc vers Yann Guillamotte. Quelles solutions pour renforcer la formation des adultes et des parents, notamment, qui souhaitent transmettre le breton aussi à la maison? Oui, alors je vais peut-être pouvoir vous parler de l'expérience de Mervent pour cela. Mervent est une structure qui a été créée en 1994 dans l'objectif de professionnaliser un enseignement aux adultes qui se faisait de façon uniquement bénévole sur tout le sud de la Cornouaille. Donc ça a été la première activité. Et après, en 2000, l'association a été, avec
d'autres dans le Finistère sollicités pour mettre en place, à l'initiative du département du Finistère, de l'initiation dans les écoles publiques du Finistère, initiation au breton, et financée par le département. Donc ça a été la deuxième activité. On n'entend pas? Non? Bien. Ensuite, l'autre activité a été la formation continue du personnel des collectivités et des entreprises. Donc, puis, on s'est aussi investi dans les centres pour la petite enfance par des initiations au breton. Et dernière activité qui est arrivée il y a une dizaine d'années, c'est les formations longues en breton pour les adultes. Donc, sur 30 années d'existence, c'est 30 emplois qui ont été créés. Aujourd'hui, c'est 12 000 heures d'enseignement et 4 500 apprenants. Donc, on peut dire une réussite. Et pourtant, il y a des difficultés. Et les difficultés sont surtout de modèle économique, parce que la plupart des activités qu'on a ne sont pas des activités qui produisent suffisamment de recettes pour, par exemple, quand on est employeur et qu'on a 30 salariés, les salariés, ils ont une convention collective qui progresse. Et comme on est en général aidé par de la subvention, les subventions ne progressent pas de la même manière que l'inflation ou le déroulement de carrière des salariés. Donc, difficulté. Alors maintenant, sur la formation longue, qui est peut-être la partie la plus solide, parce qu'il y a un financement régional qui n'est pas seulement de l'ordre de la subvention, mais d'une participation de la région à la formation avec un tarif et un barème. C'est un système qui a bien fonctionné, mais qui aussi aujourd'hui a des limites, parce que, pour une chose très simple, c'est on utilise pour ces formations-là le financement des formations des demandeurs d'emploi, qui est une des attributions de la région. Alors, les demandeurs d'emploi en Bretagne, par exemple, en 2024, c'était 6% de la population active. Or, nous, on est à la recherche de gens qui vont aller dans l'enseignement, qui vont aller travailler dans des associations qui utilisent le breton au quotidien. Donc, on cherche des profils particuliers. Et c'est très difficile de les trouver dans les 6% des demandeurs d'emploi. Donc, alors, le système, il a bien servi, mais on voit bien, à notre niveau, qu'on arrive à une limite. Et donc, si on regarde bien le problème, il n'y a pas que les demandeurs d'emploi qui ont droit à une formation en Bretagne. Je pense que tous les adultes qui n'ont pas eu de formation en breton dans leur scolarité devraient avoir le droit à une formation. Et c'est un droit linguistique qu'il faut désormais mettre en avant. Et donc, il faut trouver les moyens de financer des formations pour tous les Bretons et toutes les Bretonnes qui en feraient la demande. Donc, il faut avancer sur ce terrain-là. Pour toute personne qui veut apprendre le breton. Parce que parfois, il y a quand même des gens qui viennent d'ailleurs, en Bretagne, et qui apprennent le breton. Et j'en profite pour rappeler qu'il y a des formations longues un peu partout en breton, Mervens, tu me dis, ou Skol en Emzao. Nous allons donc maintenant aborder la question des usages du breton. J'invite Cadvel à nous rejoindre. Il est là. Bonjour Cadvel. Cadvel Jolivet, donc, bonjour. Vous êtes rappeur et artiste. Vous êtes membre notamment du groupe Plouz Afouenne, du groupe de rap qui jouera tout à l'heure sur scène. Cadvel, vous avez fait toute votre scolarité à Diwan. Vous chantez en breton. Vous avez un environnement bretonnant.
Quels seraient, selon vous, les freins à l'utilisation du breton dans la vie sociale ou dans la vie quotidienne? Qu'est-ce qui fait que parfois, vous ne parlez pas en breton alors que vous êtes avec vos copains ou voilà, dans la vie quotidienne? Quels sont les freins à cet usage? Quel frein? Je parle français déjà aussi, quoi. Je suis bilingue. Ça, c'est pas un frein. C'est pas un frein, mais c'est sûr que quand on parle une langue, on est bilingue. C'est sûr qu'on va pas arrêter d'utiliser l'une des deux langues. Moi, je vois pas de frein, franchement. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas, parce que je travaille souvent dans cette langue, mais je sais qu'on n'est pas beaucoup à travailler dans la vie professionnelle et personnelle, à vivre dans cette langue. Mais qu'est-ce qui pourrait faire de l'espace public? C'est sûr que la langue, elle n'est jamais là, quoi. Parfois, je m'amuse à essayer de spotter des mots de breton quand j'ouvre le journal ou quand je me balade dans la rue. Et en fait, les seuls mots de breton qu'on voit, c'est du brainwashing, ce qu'on appelle ça, les entreprises qui mettent un mot de breton complètement random, avec une faute souvent pour faire vendre. Et comme pas mal d'artistes parfois qui chantent en breton, parce que ça fait plus vendre, c'est plus folklorique, quoi. Mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui pourrait... Je ne sais pas, tout ce que vous avez dit là, c'est intéressant. Le graphique qu'on voyait sur les courbes, il est terrible, quoi. Enfin, en fait, on pourrait s'arrêter là-dessus. Comment on est passé de 1% à 3% en 30 ans, alors que les Corses, ils sont passés de 1% à 50%. Enfin, je ne sais pas, on parle souvent, on attend des choses de Paris ou de l'État français, je sais pas, on va quémander une subvention, choses comme ça, mais en fait, il ne faut rien attendre de Paris, quoi. Parce que je pense que la France, elle en a rien à foutre de la Bretagne, de la langue bretonne. Et c'est pareil pour elle, elle s'en fout complètement de la Palestine ou plein d'autres pays et de langues qu'elle a contribué à détruire. Donc je me dis, qu'est-ce qui empêche la région Bretagne aujourd'hui de déclarer la langue bretonne officielle ou dire que Diwan est un service public et l'intégrer dans une éducation nationale bretonne? Je ne sais pas qu'est-ce qui empêche. Enfin, peut-être que c'est un problème à voir entre nous, les Bretons, plutôt que de se plaindre d'ailleurs, quoi. Diane Guillamotte. Parmi les obstacles, il est évident qu'il y a celui du budget. Si on se compare à d'autres régions européennes qui ont un enseignement bilingue, une politique linguistique, on voit tout de suite la différence. Le budget de la région Bretagne, c'est 1,9 milliard d'euros. Le budget du gouvernement autonome gallois, c'est 19 milliards. Donc on voit que c'est les moyens qui permettent d'avancer. Donc il faut qu'on aille dans une revendication de plus d'autonomie et de plus de moyens. Et ça, on n'y coupera pas. Si on n'embraye pas aujourd'hui, quand on a un constat clair sur la situation de la perte de locuteurs et un constat clair de la vitesse à laquelle l'enseignement et les formations en général augmente le nombre de nouveaux locuteurs, on va reculer. C'est évident. Alors la question s'adressait plutôt dans un environnement bretonnant. Et peut-être Taloïne. Ja, goulenou a vo da houde mo peus ran, mais kit. Arguire me zan de ce qui est cas à brezoneg, mais mi chance vo causer brezoneg da houde hag ar pal a oaie fait comprendre gant nol a kemenadu da zo er zal e oa di bosupl da gaud troidigechou va reun. Pegur jomon metre rede klask asten an traouie et m'a fait comprendre gant nol petae a hudenou a gazé de kemenadu da zal e oa di bosupl da gaud troidigechou va reun. Mais mi chance vo causer brezoneg gant nol var l'air orve chechu an dol grenman. Hag tremen ar endro et galeg me en digaré, mais je me tourne vers les intervenants. Ce qui est intéressant, parce que là, ce thème, c'est sur les usages. Donc, on a parlé que il y a aussi des côtés positifs. Il y a de plus en plus de jeunes qui apprennent la langue. Il y a de plus en plus d'adultes qui apprennent la langue. Mais le problème, c'est comment on fait aussi pour que cette langue soit parlée en dehors de la salle de classe ou du travail. Mais voilà, c'est vraiment une évolution un peu de la langue bretonne. C'est que maintenant, la langue bretonne, elle est parlée dans la salle de classe, au travail,
Mais comment on fait pour la sortir maintenant de ces 4 murs? Anne-Sophie Bratt, vous voulez répondre? Oui, effectivement, pourquoi apprendre le breton si c'est la langue de l'école, en fait? C'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'apprendre le breton, c'est de pouvoir parler le breton dans la vie de tous les jours, pouvoir entendre du breton. Alors là, je vais prendre ma casquette de salarié. C'est vrai qu'on avait un projet donc, de monter une radio en breton sur les 5 départements, et l'ARCOM nous répond, en gros, le service rendu par votre proposition n'est pas suffisant pour qu'il soit accepté. On préfère diffuser du jazz. Bon, ok, voilà. Donc, à un moment donné, oui, effectivement, si aussi on ne peut pas développer davantage l'usage dans la vie de tous les jours, c'est embêtant, mais pour pouvoir le développer, alors il faut savoir, il y a 104 000 locuteurs, c'est ça? 5 millions d'habitants en Bretagne historique, ça fait quoi, 2%? Voilà, moi je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui, mais j'aimerais voir d'autres têtes qui parlent breton aussi. Donc pour pouvoir, je pense aussi développer la langue bretonne partout, il va falloir que tout le monde apprenne la langue bretonne. Alors ça passe peut-être par rendre le breton obligatoire dans les écoles, bien entendu, de faciliter l'accès à une formation en langue bretonne. Moi j'ai dû quitter mon emploi pour apprendre la langue bretonne. Voilà, c'est pas simple, mais c'est possible aussi. Donc c'est en apprenant aussi, en développant le nombre de locuteurs qu'on pourra développer le breton dans l'espace public en fait aussi. Voilà. Et moi j'ai vu une vieille vidéo sur ces 4 étrangers qui parlent breton, dont un japonais, et qui engueulent les Bretons en leur demandant, voilà, mais apprenez le breton, c'est comme ça que vous vous en sortirez. Donc je pense que effectivement la solution nous appartient aussi. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire aussi des élus, hein, bien entendu, mais je crois que c'est l'affaire de tous. Merci. Et cela dit, je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, je réagis à l'intervention de Jo. Là, nous parlons en français, nous sommes tous bretonnants. Et de fait, dans la vie quotidienne, beaucoup de bretonnants parlent en français entre eux pour ne pas exclure d'autres. Qu'est-ce qui est un frein aux locuteurs en langue bretonne pour ne pas le faire? Est-ce que c'est une question de légitimité? Est-ce que c'est une question philosophique? Est-ce que c'est une question aussi liée directement aux émotions? Qu'est-ce qui fait que les britophones eux-mêmes, comme nous, là, tout de suite, nous ne le font pas en breton? Alors, je vais me permettre là du coup de prendre ma casquette de maman, puisqu'effectivement j'ai 2 enfants auxquels je parle les 2 langues, puisque le papa ne parle pas breton. Et le breton n'étant pas ma langue maternelle, c'est pas la première langue qui me vient forcément, donc c'est un effort aussi cognitif, faut être très honnête, de parler en breton tout le temps. Je le faisais dans le cadre de mon métier à la Redadec, j'ai changé de métier, donc c'est un peu moins vrai maintenant. Donc cette gymnastique intellectuelle, cognitive de parler breton, c'est extrêmement compliqué, c'est très fatigant. Donc c'est un strive en fait. Bandeyek, et ça c'est assez compliqué. Pour autant, et ça c'est très vrai, dans le cas de Diwan, tu t'en souviens peut-être pas, toi tu l'as pas entendu, mais effectivement, quand je me suis mis à parler breton avec Anne-Sophie lors d'une réunion et avec un autre parent Diwan, je me suis fait reprendre après un aparté par une de mes adjointes qui m'a dit c'est pas poli. Voilà, c'est pas poli. Mais ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est pas que, pour moi c'est important que ce soit pas poli, ce que ça veut dire, c'est que l'usage d'une autre langue dans un cadre, en fait, ça apparaît presque comme une agression parce que l'autre en face ne peut pas maîtriser ce qui se dit. C'est une question de pouvoir et de maîtrise de la conversation. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que maîtrisant qu'une seule langue, on n'a pas la maîtrise, on va dire, spirituelle, intellectuelle, finalement, d'autres manières de voir le monde. Et c'est super intéressant parce que c'est là le nœud. C'est d'essayer d'expliquer qu'être bilingue dans une société monolingue, c'est pas un problème. On a un problème en France de monolinguisme, en fait, c'est tout. Et c'est là le souci, c'est qu'on s'est coupé, mais dans d'autres régions aussi, de cette capacité à être bilingue et de ne pas voir l'autre langue comme une menace. Donc ouais, c'est même voir l'autre comme une menace, en fait. C'est là le vrai nœud, c'est le français qui voit l'autre comme une menace. Et donc ça, c'est un vrai sujet à travailler. Et je pense que les Bretons, par rapport aux Corses, on parlait tout à l'heure, sont très gentils, trop gentils même. Et que peut-être, et là je reviens sur le livre d'Issantine, désobéir, de temps en temps, peut-être qu'effectivement, on devrait un peu désobéir. Okay. Et nous accueillons maintenant Mathias Lebrun. Bonjour. Ah oui, Renan, un mot, Erguéric? Ouais, un petit mot. Cette fois-ci, je vais prendre une casquette de chercheur doctorant, puisque je regarde un peu comment font les choses au Pays de Galles. Alors, on a la vision du Pays de Galles qui est beaucoup plus avancée. Ils ont eu l'autonomie de plus de 2000, mais il faut savoir que ça reste une langue minoritaire, y compris au Pays de Galles, même s'ils sont plus avancés. Il n'y a que 25% des élèves qui sont, on va dire, dans ce qu'on appelle les Welsh Medium Schools, c'est-à-dire des écoles publiques immersives, parce qu'il n'y a que l'immersion qui marche. Et
Si moi je regarde le terrain où au Pays de Galles, en fait, on a une situation quasi équivalente, c'est-à-dire là où les gens habitent, où est la situation économique, et c'est pas naturel d'employer la langue. Il y a une thèse qui a été faite en Bretagne il n'y a pas longtemps, parce que les enfants, certes, ils apprennent la langue maintenant comme une langue seconde, déjà, il faut le savoir. Donc, il faut leur donner des opportunités pour utiliser la langue de manière, en fait, de façon intéressante pour eux, attractive, etc. Et on voit bien ce qui se passe au Pays de Galles, parce qu'ils commencent à réfléchir depuis une dizaine d'années. Certes, la langue, elle est officielle, c'est tous les panneaux, on est obligé de faire le moindre truc public, etc. Mais la langue, elle n'est pas parlée. Et ils ont réfléchi maintenant depuis 10 ans, parce que les choses ne vont pas naturelles, comment créer des opportunités pour que les jeunes donc, issus de ces fameuses Welsh Medium Schools, donc écoles immersives en langue galloise, pour parler. Donc ça suppose des activités, et ça c'est tout un plan qui est réfléchi, mais depuis peu de temps. Et il y a peut-être des choses à tirer intéressant, parce que sur l'est du Pays de Galles, c'est la même situation sociolinguistique. Vous n'entendez parler gallois nulle part. Voilà. Donc, c'est des activités qui sont gérées sur la science en breton, c'est des voyages, c'est des stages. On emmène, il n'y a pas longtemps, il y a eu la Coupe du Monde de gallois, la Coupe du Monde de rugby à Nantes. Et ben, en fait, il y a une organisation qui s'appelle IRV, qui a envoyé des jeunes gallois dans les écoles publiques à Nantes, parler de leur culture. Ils ont chanté l'hymne gallois, Envrad Mazado, c'est Burgos Mazado, c'est le même ton, il faut le savoir. En fait, ils ont apporté la culture, et pour eux, c'est la moitié. Il faut prendre l'exemple, il faut créer, c'est pas naturel. La thèse dit, sinon, ça restera la langue de l'école. Il faut effectivement mettre en place effectivement tout un plan. On sait comment faire, mais il faut organiser ça effectivement. Ça suppose effectivement collaboration avec les collectivités locales, avec les départements, avec la région. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose à créer, puisque c'est devenu aujourd'hui la langue bretonne, c'est une langue seconde. Et donc, et c'est le cas aussi dans plein d'endroits au Pays de Galles, et eux, une réflexion qui n'est pas si ancienne que ça, depuis 10 ans, on a intérêt effectivement à regarder aussi ce qui se passe ailleurs pour en tirer profit. Goulenette-Meuse, j'ai demandé justement à des parents d'élèves de Diwan qui ont leurs enfants maintenant, qui scolarisent leurs enfants dans une école Diwan. Ils parlent français et quand je leur ai demandé pourquoi, ils ont fait le lien avec les émotions en fait tout de suite. Voilà. Et c'est vrai que souvent les enfants, quand ils ont une émotion qui sort, c'est le français qui revient parce que les adultes aussi. Souvent. Voilà. Donc il faut peut-être qu'on travaille sur les émotions au niveau du programme de l'éducation nationale, peut-être, je ne sais pas. Et des émotions, il y en aura plein cet après-midi avec les artistes sur scène. Mathias Lebrun, bonjour. Vous avez travaillé sur le projet 1000 for 1000. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et ce qui freine, selon vous, encore l'usage du breton, justement, au sein même des familles? Merci, bonjour. Moi, j'ai une histoire particulière. J'ai 2 parents bretons qui voulaient que je sois bilingue anglais. Donc, j'ai grandi très jeune en sachant parler anglais. Et puis quand je suis allé vivre chez les Samis en Norvège, un peuple éleveur de rennes, j'ai habité 3 ans là-bas, je me suis rendu compte du multilinguisme des enfants. Et là-bas, ils m'ont dit, mais tu as une culture, rentre chez toi, prends ta langue. Et donc j'ai fait ce que tu me dis. Et quand mon fils est arrivé, j'appelle ça le Manétan de Brezonnec, dans la Rédé, le volcan breton qui est arrivé, je pouvais lui parler qu'en breton. Donc j'ai repris des cours, j'avais passé 8 ans entre ce que tu me dis et l'arrivée de mon fils. Et puis, je me suis retrouvé un peu dans une posture où j'étais tout seul à parler à la maison dans un couple où ma compagne ne parle pas. Elle parle français, elle parle quand même. En arrivant à KEAV il y a 2 ans, merci KEAV, mon fils a réalisé, il a regardé quelqu'un d'autre comme ça, il a réalisé qu'il y avait d'autres comme moi qui parlaient la même langue. Donc c'était une surprise pour lui à 6 ans de découvrir qu'il y avait d'autres comme papa qui parlaient breton. Et après ça, j'ai voulu mettre par écrit en fait des choses, partager en fait ce que moi j'avais vécu effectivement à la maison, à quel point c'était difficile de parler à mes enfants une langue que moi-même j'avais pas, dans laquelle j'avais pas grandi, c'est-à-dire que j'ai pas grandi en breton et en fait je leur parle en breton, donc ça demande de créer des habitudes, de créer toute une nouvelle façon en fait de vivre mon quotidien dans une autre langue, enfin voilà, dans cette langue. Et donc
Je me suis mis à lire, j'ai découvert Leanne Hinton, une sociolinguiste très reconnue au niveau mondial, qui dit très clairement si une langue n'est pas parlée à la maison, alors effectivement, est-ce que les enfants qui sont, moi c'est ma question avec laquelle j'arrive aujourd'hui, qui sortent de l'école auront envie de parler à leurs enfants? A priori, c'est pas hyper sûr, et les chiffres le disent. Donc le cœur d'une revitalisation linguistique, c'est vraiment la transmission de ce qu'à Milfami on appelle le facteur A pour affection, art, amusement. C'est-à-dire ce que les neurosciences disent aujourd'hui sur le cerveau d'un enfant et ce dont il a besoin pour se développer, et a fortiori dans une langue, puisque la langue est l'expression, mais pas que évidemment, dans cette triade de langue, culture et terre. Ce qu'on a en Bretagne aujourd'hui peut s'apparenter, en tout cas on pourrait le nommer à une forme de bilinguisme professionnel qui serait versus un bilinguisme affectif. Et donc, la question c'est comment on peut remettre justement du lien, et donc je fais écho aussi à la thèse de Gwénolé Larvol sur sinon ça restera la langue de l'école, que ce soit à l'école ou à la maison. Et donc j'ai suivi un séminaire avec une association internationale qui s'appelle Endangered Language Project, dans laquelle j'ai rencontré une femme qui a parlé d'un défi des 1000 familles, 1000 aspirations qu'ils avaient menées en Nouvelle-Zélande, une femme maori, dans les îles du Sud sur 25 ans. Donc en l'an 2000, ils ont décidé de réimplanter le maori dans 1000 familles. Donc le compte-rendu a été fait en janvier de cette année, et ils sont arrivés à 1500 familles. Donc la question c'est, mais comment ils ont fait en fait? Parce que si eux l'ont fait, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire en vrai? Donc je me suis mis en contact avec cette association, j'ai découvert que les Maoris étaient très doués en language nest, en niche linguistique, c'est-à-dire deux choses: aider les parents pour qu'ils puissent parler la langue à la maison. La deuxième chose, créer un maillage très très important de crèches avant 3 ans. Pourquoi avant 3 ans? Parce qu'en fait nos enfants arrivent à l'école, s'ils ont entendu que du français, alors c'est difficile pour eux de réintégrer une langue qui sera comme une seconde langue. Donc en fait, tout le travail selon la plasticité du cerveau, c'est-à-dire la capacité à absorber des langues, doit se faire avant 3 ans. Et donc ils ont amené ce système de crèche. Donc nous, l'idée du défi des 1000 familles, c'est une proposition à la Bretagne de dire, dans un premier temps, recensons déjà toutes les familles qui parlent déjà à la maison. Donc combien on est vraiment? Parce qu'en fait, on ne sait pas. Donc combien de familles parlent à la maison? Et dans un deuxième temps, c'est comment on peut recenser on peut aider toutes ces familles. Donc, quels sont les outils? Donc là, avec l'aide des Maoris, mais aussi l'aide des neurosciences, et évidemment l'aide de tout le monde, puisqu'en fait, moi, quand je vais à KEAV, par exemple, je n'ai pas besoin de parler à mes enfants, je n'ai même pas besoin de les voir pendant la semaine de KEAV. Moi, j'ai besoin que vous tous, vous parliez à mes enfants pour construire leur niveau de langue. Donc, en fait, c'est ça le défi des 1000 familles, c'est de pouvoir justement comprendre que dans ce qui existe aujourd'hui, on est en avance sur certaines choses, mais on est très en retard sur le soutien aux parents. Comment justement on peut faire pour soutenir et que toute la Bretagne puisse soutenir dans le maillage déjà actuel ces familles-là. Et pour terminer, c'est un projet sur 10 ans parce que pas comme les Maoris, 25 ans c'était pour un dialecte. Nous, c'est surtout la Bretagne en entier, et donc de pouvoir vraiment passer 10 ans à soutenir et attirer ensuite d'autres familles, de dire, bretonne ou pas, vous pouvez aussi, c'est possible en fait, nous on l'a fait. Merci beaucoup. Un projet très très intéressant. Il y a un troisième thème sur les politiques linguistiques et l'avenir collectif qui sera peut-être un peu difficile à voir juste du début jusqu'à la fin. Donc j'ai juste une question. Peut-être on peut faire un tour de table en 30 secondes et après l'idée c'est aussi d'ouvrir à la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Donc on bascule sur le thème de la politique linguistique et le collectif commun qu'on va mettre en œuvre. Un petit tour de table, 30 secondes par personne. Ici et maintenant, du coup, que pouvons-nous décider concrètement pour demain? En 30 secondes. Alors, ça ne va pas être... je vais rester dans les 30 secondes. C'est de dire aujourd'hui, il y a quelques outils. Alors, en France, on n'est pas très gâté en termes de protection pour les droits linguistiques. Mais on a parlé un peu, loi Molag, des dispositions, des choses comme ça. Il faudrait déjà que les élus qui ont soit voté au Parlement ces lois-là, soit effectivement les élus régionaux ou autres, se bougent un peu les fesses pour faire respecter quelque part ce qu'ils ont signé. Et ça veut dire, j'ai signé mon truc et maintenant je le mets dans l'armoire, ça me sert à caler l'armoire et peu importe si c'est utilisé ou pas. Voilà.
Pour aller Ouais, dans le sens alors- de Ronan. Ah, on détourne, excuse-moi. Pour aller dans le sens de Ronan, c'est un peu, ce que disait aussi Anne-Marie tout à l'heure, on faut être un petit peu proactif, mais aussi un peu rigide parfois. Peut-être qu'on pourrait demander à toutes les communes de s'engager dans la charte aussi. Ne serait-ce que ça, parce que c'est toujours les mêmes qui sont en avance, qui essayent, mais en fait, comme c'est pas obligatoire, ben, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Donc quand on parle de maillage territorial, c'est aussi ça. Pour le moment, c'est que incitatif. Peut-être qu'il va falloir monter le ton un petit peu avec la région et dire que peut-être ça va devenir obligatoire. Oui, en 30 secondes, dire que depuis 2021, il y a une loi. C'est quand même une grande avancée. Il faut que cette loi soit appliquée. Pourquoi cette loi n'est toujours pas appliquée? Donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit être absolument exigeant. Cette loi doit être appliquée. C'est un droit, c'est une loi. Ensuite, beaucoup de choses ont été dites. Je crois que les élus locaux, au niveau communal, on peut faire énormément de choses. Alors, on a beaucoup avancé en Bretagne sur la visibilité de la langue dans la vie publique, les panneaux bilingues. Bon, c'est toujours pas généralisé, mais quand même, on a beaucoup avancé. Mais en termes de services rendus à la population, de véritablement engager des politiques pour qu'il y ait plus de bilingues, pour plus de bilinguisme, moins de monolinguisme en Bretagne, on a encore beaucoup de choses à faire. Et ça, ce sont nos élus locaux. Parce que les crèches, ça vient d'être mentionné, qui s'occupe des crèches? Ce n'est pas l'État. Ce sont nos communes, nos communautés de communes. Les centres de loisirs pour enfants, les centres de vacances, ce n'est pas l'État. Ce sont nos élus. L'offre culturelle, il n'y a pas l'offre sportive. Tout ça, c'est financé par nos élus. Et aujourd'hui, voilà, les gamins ils sont en train de grandir de plus en plus dans des écoles bilingues. Et autour de l'école, eh ben, on a encore énormément de choses à construire pour que tous ces jeunes puissent utiliser la langue tous les jours, au quotidien, en famille, mais aussi dans leurs loisirs. Et ça dépend pour beaucoup de nos élus locaux. Mais nos élus sont confrontés à des limites sur le plan légal, notamment pour Diwan, parce qu'officiellement, nous sommes considérés comme de l'enseignement privé. Donc, pour financer Diwan à la hauteur de la mission de service public accompli et rendu, il nous faut un statut public adapté qui nous permettra d'accéder à des moyens financiers supplémentaires et nécessaires pour développer nos écoles et aussi le nombre de locuteurs, bien entendu. Krui Liomo et très remziajou, pugur ben degvla vokemui brezonegarin avianik, pour ne betut, mais ces poésus de Dechel Alium, stumantut, à Dreistol, chom trochi ariez de Zarvro, pugur m'avions nemedva ariez, à poésus Liomo ariez, Arvro, à tout l'entrao sokial. J'ai 15 secondes pour traduire. Ou ça peut donner envie aux gens peut-être d'apprendre la langue bretonne, ceux qui ne parlent pas encore. Vous pouvez traduire. Non, je dis juste, il faut absolument lier les générations, parce que dans 10 ans, il n'y aura plus de bretonnants natifs, disons à quelques, peut-être centaines d'exceptions. Mais donc, il y a encore le temps de faire un vrai travail de transmission avec les anciens. Et aussi ne jamais dissocier la revendication linguistique et la revendication politique. Parce qu'en en fait, si la langue bretonne... La langue bretonne est très liée au statut politique de la Bretagne et aux revendications sociales aussi. Donc pour une intersectionnalité des luttes, c'est important de rester tous ensemble. Alors, le chemin parcouru s'est fait essentiellement grâce à la force militante. C'est vrai que nous avons été rejoints par les collectivités, et avec des élus pionniers. Mais aujourd'hui, on sait qu'on est arrivé à une limite. Donc, une expérience de 50 ans, si elle marche, généralement, on la généralise. Donc, on n'est pas prêt à le faire. Donc, il faut se mettre autour d'une table, acteurs de terrain, élus de tous les niveaux, et décider de ce qu'on fait sur les 50 années qui viennent. Moi, juste l'arrêt de Merci Bras, Mestrad, arrêt de Hausetaler, je pense notamment à Gwenin et les gens qui ont fait que
c'est déjà cool de pouvoir se parler, donc c'est déjà une bonne... Alors, pas Gentan, merci. Nous sommes que Mayamon, mais merci, Bras. Je voulais aussi remercier Gwenine qui nous a dit oui hier pour être marraine du projet du défi des 1000 familles. Ouais, on est vraiment super contents et pour moi, c'est important de revenir là où la langue s'est coupée dans les familles. Donc, si vous voyez un petit garçon avec un t-shirt jaune, c'est mon fils là pendant Braise Alivé. Merci, parlez-lui breton s'il vous plaît. C'est vraiment super important pour moi. C'est le cœur et tout le reste doit tourner autour. Merci. Et j'en profite aussi, puisque nous n'en avons pas parlé, pour saluer et Gouremeni féliciter tout le travail des Tilles Arvro, les maisons de pays, les associations qui font énormément de choses pour la langue bretonne, ainsi que les acteurs de l'audiovisuel, qui sont importants. Je presse un peu par une paroisse, mais tant pis. Et tous les bénévoles, car sans bénévoles, il n'y a pas d'association, les choses n'avancent pas. Est-ce que vous voulez peut-être poser des questions à nos intervenants? On va faire tourner maintenant le micro dans le public. Théma Dornol, Hélène Boniek, directrice de Stumdi. Je voulais faire part d'une remarque. J'ai beaucoup entendu blocage, frein et ce genre de champ lexical. Alors c'est une certaine réalité qui est vraie et il y a une certaine histoire. Mais je voulais aussi montrer que ce qui existe en Bretagne aujourd'hui dans l'enseignement de la langue, notamment les formations intensives de 6 mois, qui existent depuis plus de 20 ans aujourd'hui, en fait, c'est une richesse énorme qu'on nous envie beaucoup, beaucoup, partout en Europe. Quand on peut parler de ça ailleurs en Europe, mais aussi ailleurs qu'en Bretagne, quand on peut parler à des gens à Paris, ailleurs, qu'on peut passer 6 mois, que c'est financé, qu'on peut apprendre une langue en 6 mois avec des techniques pédagogiques qui ont évolué parce qu'il y a une certaine liberté qui est donnée à l'enseignement. On peut tester des choses, tester des innovations pour enseigner vraiment la langue. Et ben, moi, je suis fière de ça et je voulais vraiment le mettre en avant parce que tout le monde n'a pas ça. Et beaucoup de gens ici ont appris la langue bretonne comme ça et ça a changé leur vie, j'en fais partie. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant. Je tenais aussi à remercier vraiment l'organisation de cet événement, qui pour moi est un maillon qui n'existe peut-être pas, c'est-à-dire que l'on parle certes en français. Je ne pense pas que ça va avec opposition avec d'autres événements où on parlerait qu'en breton, parce que c'est important qu'il y en ait aussi qu'en breton. Mais je pense que ça ouvre en fait ces questions à des gens qui n'ont pas appris la langue pour différentes raisons, parce qu'ils n'ont pas de temps, parce qu'historiquement ils n'ont pas cette culture ou qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Donc je voudrais pas participer c'est peut-être pas un bon mot, mais à culpabiliser les gens qui n'ont pas appris la langue, mais au contraire leur donner envie d'y aller. Leur donner envie de s'y mettre, que s'ils ne peuvent pas le faire, on les accueille quand même. En tout cas, on veut qu'ils soient avec nous dans cette lutte, finalement, pour la langue bretonne. Donc, je tiens vraiment à remercier l'organisation de cet événement, et j'espère qu'il y en aura d'autres avec cette philosophie-là. Et aussi dire qu'il est temps aussi pour les centres de formation peut-être de s'adapter à... Enfin, tout le monde ne peut pas se libérer 6 mois pour apprendre la langue bretonne. C'est la meilleure façon de le faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais trouver des formations pour s'adapter aux gens qui travaillent, aux gens, avoir une multitude d'offres sur le territoire, c'est aussi, je pense, un objectif à avoir. Et je pense qu'on y travaille, les centres de formation, tous ensemble, avec Mervent, avec Roudour, avec Skolan Emzao, Kellen aussi. Donc voilà, donc c'est plutôt une remarque qu'une question, mais je souhaitais un petit peu faire cette remarque. Trugaré d'or. Je vais parler en français, même si j'ai très envie de parler en breton. Je vais essayer d'être synthétique. Moi, je suis un ancien stagiaire de Stumdi et j'ai terminé ma formation de 6 mois au moment de la crise du Covid. Et donc, je n'ai pas pu tellement parler avec des brittophones, notamment des anciens. Et qu'on a parlé du lien entre générations. Je pense que c'est très important de renforcer les liens entre générations. Donc, ma proposition, parce que c'en est une, elle est humble. Elle s'appelle un Agoudé, donc et après le Covid, et après le boulot, et après l'école, et après Brezalivé. Donc pour renforcer nos liens, il y a une communauté WhatsApp qui est créée, donc il y a des petites affichettes qui seront disponibles, et le site c'est hagoude.bzh, donc le site est en développement et en recherche active de bénévoles.
très ouvert. Donc pour renforcer nos liens entre générations, créer un petit événement dans différents endroits sans gêner ce qui existe. Et puis voilà, renforcer nos liens entre brittophones. Oui, bonjour, je m'appelle François-Marie Perrier. On a une playlist qui s'appelle Pour Renouveau Revival Breton. On a fait un tour de Bretagne de 3 semaines avec une amie, rencontré Eugène Riguidel, les époux Baronnet, Solofré et beaucoup d'autres. Pour moi, ce n'est pas vraiment une question d'argent, c'est une question de solidarité. À l'applaudimètre, ce qui a gagné, c'est la convergence des luttes. Le breton, bien sûr, c'est indispensable et nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui défendent les pierres. Moi, j'ai été à Carnac, on était 50, enfin peut-être 100, pour défendre les pierres. J'ai été à La Roche-aux-Fées, on était 60. Il y a ceux qui défendent contre les éoliennes. Il y a ceux qui occupent. Il y a ceux des partis. Et donc, tout doit converger. Il y a d'innombrables forces vives en Bretagne, il faut les faire converger. Regardez en Catalogne, tout le monde parle catalan, mais ils se sont complètement vendus au capitalisme. Donc ça peut arriver, ça, tout en parlant breton, même si je pense que les gens qui sont ici ne sont pas dans ce cadre-là. Et puis si c'est si dur, parce qu'en Bretagne, on a détruit la paysannerie, on a détruit les pêcheurs, on a détruit les artisans. Donc c'est les armes de Gandhi. Ce que nous disait Eugène Riguidel, il y a 15 jours, c'est Gandhi qui l'admire le plus, parce que c'est la solidarité, c'est le boycott, mais directement pour aider ceux qui se donnent du mal sur le terrain. Et donc c'est comme ça qu'on pourra faire l'union des luttes. Je peux vous dire, moi je suis de Grenoble, mais ça fait 30 ans que je vis ou que je viens en Bretagne. J'ai vécu des années à Rennes, à Brest, à Saint-Brieuc, et j'ai enseigné aussi. Je parle pas mal de langues, mais j'ai jamais appris le breton parce que je n'avais pas le temps, parce qu'il y avait le boulot, il y avait d'autres choses, etc. Voilà, et j'ai commencé à l'apprendre. Mais vraiment, sachez que la Bretagne, si la Bretagne bouge, tout peut bouger en France. Voilà. Donc sachez que vous avez un capital sympathique qui est gigantesque, mais il faut faire l'union des luttes. Toutes les luttes sont nécessaires, et je terminerai par ça parce que ça m'a fait vraiment mal. Au mois de janvier-février, j'ai fait une tournée avec un ami sur les conséquences sur les enfants, les obligations de la politique sanitaire du gouvernement. Parce qu'après avoir empoisonné la terre, pendant des années de Bretagne, on a empoisonné les enfants, on empoisonne les gens. Il y a d'autres oppressions qui suivent, d'autres oppressions linguistiques de la terre, etc., depuis 5 ans, 6 ans. Et ça, je n'ai pas eu une seule réponse officielle des écoles d'Iwan pour ce qui est de l'intégrité physique et psychologique des enfants. Personne n'est venu aux conférences qu'on a fait un peu partout en Bretagne. Et donc là, quand même, il y a un manque, il faut faire l'union des luttes. Merci. Une question pour les intervenants, il reste 5 minutes. Donc si quelqu'un a une question directe pour les intervenants. Oui, il y a une question là. Je vais m'adresser en français, pourtant ça ne me plaît pas, mais bon, tant pis. Aux questions de convergence, bon, peut-être que je me trompe. Moi, je vis en Centre-Bretagne, donc je fréquente beaucoup donc, les fest-noz, le monde de la musique dans ce sens-là. Donc aussi, je constate donc que parmi les gens qui apprennent à danser, par exemple, les cours de danse du soir et ceci, cela, ceux qui apprennent la musique, les bagades, bon ici, ce n'est pas la tradition du bagade, c'est surtout sur la côte. Là aussi, on peut compter le nombre de gens qui parlent breton. Alors, c'est une écorce complètement vide en Centre-Bretagne. Et tout à l'heure, quand vous parliez de la vidéo qui date de 45 ans, donc de ces 4 étrangers qui donnaient des leçons aux Bretons, bon, ça fait 45 ans, je suis bien placée pour le savoir. Donc à cette époque-là, dans la commune où j'habitais, tout le conseil municipal parlait breton. Donc c'est pour ça qu'il a été interpellé précisément. Il était possible de faire un conseil municipal en breton. Je suis donc à Landelot. Actuellement, il n'y a aucun donc, conseiller qui parle breton. Et ils sont plutôt contre. On est dans une association pour donc défendre la langue bretonne sur la commune. Et on est très mal vu avec des préjugés qui datent encore de l'après-guerre.
Alors, il y a le temps pour une seule question. Oui, bonjour. Je m'appelle Amélie Lejeune. Je suis scolaires, donc instite en breton. Dans l'école publique, je me demande pourquoi, à chaque fois, Diwan doit se mettre en avant et on parle de convergence de lutte. Ça serait bien qu'on converge dans la même direction, tous ensemble. Pourquoi vouloir ouvrir une école Diwan à Hennebont qui compte déjà 2 écoles publiques? Je laisse Madame la conseillère. Alors effectivement, on parle de convergence et c'est parce que c'est pas antinomique d'avoir de l'immersif. Ce n'est pas la même offre. Je vous disais tout à l'heure, il y a 2 filières bilingues publiques, 2 filières bilingues privées. On pourrait se dire que le privé et le public se font concurrence. Or, c'est pas le cas. Ils sont pas situés au même endroit. Les 4 écoles sont dans des quartiers différents, donc ça brasse des populations différentes. La première, Paul-Éluard, c'est le quartier prioritaire, par exemple. Jean Massé, on est sur la rive droite. Kerlois, on est rive droite, mais pas du même côté. Et Saint-Gilles, on est pas très loin de mon quartier. Donc en fait, c'est quasiment des écoles aux antipodes. Et donc l'idée d'avoir une école Diwan, c'est aussi de répondre à une demande. Ce n'est pas un choix forcément qui arriverait du haut, c'est aussi une demande sociale qu'on a eue, parce qu'on a un conseil consultatif langue et culture Bretagne au sein de la mairie pour conseiller et orienter les choix de la mairie par rapport à son agenda 21, langue et culture bretonne et la charte. Et il s'avère que c'est dans ces instances-là aussi que s'est posée la question et de demande de parents. Donc en fait, pour le moment, la question est d'étudier la demande, voir où est-ce qu'on peut placer ça, notamment parce que, je vous donne un exemple, c'est que sur le territoire, pour moi, dont les enfants sont à Diwan, ils sont à Diwan à Auray. Parce que je ne peux pas aller à Lorient le matin, il y a beaucoup trop de trafic sur la route, même si maintenant il y a des TER supplémentaires. Donc il y a aussi une question de maillage territorial des écoles. Et l'offre Diwan, ce n'est pas l'offre du public. Et pour certains parents qui sont prêts à s'impliquer à Diwan, ce n'est pas pareil que de s'impliquer, même si c'est beaucoup d'implication quand même à Duyère ou à Diwaskel. Il s'avère que ce n'est pas totalement la même chose, donc ça permet d'étoffer. Et pour nous, ça permet aussi d'étoffer l'offre pour le collège, qui est très précaire à Langevin, à Hennebont. Donc ça permet aussi d'alimenter le collège et après le lycée. Je me permets aussi, très rapidement. Là, du coup, j'entends un discours de concurrence entre Diwan et les filières. Il n'y a pas de concurrence, il y a une complémentarité. Dans les villes où il y a toutes les propositions, il y a une émulation en fait entre les filières. Et c'est souvent ce qu'on nous oppose. Mais pourquoi là vous voulez ouvrir, etc. Mais même inversement en fait. Donc il faut sortir de ce discours. Tout le monde à sa place. Nous sommes complémentaires et pas concurrents. Digare memeus buntet evit kaudar micro evit kogeal brezonek. Azezo rik arpez e renkomp ober hall buntan evit oriez, tourment evit oriez hag an levenez azen neke disparti an dud med ober gant ariez evit I saveti, evit treuskaz hag laouen zoken lakat laouen zoken a rene no deus ket ariez roaz peu gero deus klevet brezonek flour a plijus a gwelet tud laouen de mem vodan evit sevela brezonek. Non, saveil. Digarazit, savete e ar brezonek a gober ganti e penkentan. Oui, je peux me traduire comme ça. Voilà, donc elle a dû pousser pour avoir le micro, pour pouvoir dire un mot en breton, et c'est ce qu'on doit faire tout le temps, pousser, pousser, pousser pour sauver notre langue et pour qu'elle continue de vivre. C'est tu. Dans 2 minutes, le bagad de carré va commencer, donc on peut finir ici. Oui. Merci Braz dans Nol, merci Braz dans Nol, d'avoir à 2 dans Najison Zitke da Gozial Brezonek vraiment eoechu egon ar galek, muertze geler Gozial Brezonek en tom meilleur, agus pendaze, bezo ur goulenal, martez bion. Alors, Demador. Alors c'est plus une réflexion que j'ai envie de dire qu'une question. Je trouve que, merci déjà à Tiffaine Siret d'avoir parlé de notre projet, parce que j'ai fait un projet avec Tiffaine Siret ici présente, donc à Hennebont, où j'avais imaginé avec Chantal et grâce aussi à Tiffaine des ateliers pour 250 enfants en breton. Voilà. Donc depuis quelques années, je monte un projet qui s'appelle Adabliviu, qui veut dire semer des couleurs. Donc c'est un projet que j'ai imaginé avec des ateliers en dehors de l'école et dans les écoles.
Lorsque j'ai mis ça, officialisé ça, j'ai fait en sorte que ce soit mis dans le journal Télégramme et Ouest France. Figurez-vous que j'ai été refusée. C'est passé en petit sur Ospornin. Pourtant, j'ai travaillé avec Azilis Mondreau. Je travaille depuis longtemps dans des expos, etc. Je pense qu'il y a un problème encore de censure et de discrimination. Voilà. Je pense aussi aux chanteurs comme Madeleine Anne, Gwenine, etc., qui ne sont jamais mis sur les radios françaises. Je pense qu'il y a une forme de discrimination dans les médias français. Et je pense que ce serait bien aussi de faire pression sur ces médias-là, qu'on puisse passer et faire entendre certains messages. Voilà. Merci. Merci Braz de Zedanol. Merci Braz da Weni, Nevejus, Cadvel Jolivet, Madeleine Anne, Anne-Sophie Bratz, Philippe Jacquez, Renan Kerbiket, Tiffen Siré, Yann Guillamot, Mathias Lebrun, Atalouine, Nevejus. Merci Davolin. Anazi surgitke da Gojal Brezoneg, Oberschwazu Politikel, Evin Normaliza Ariez.